cacher de l'argent, et il eut la chance de trouver serrée sous le toit de la maison une belle bourse pleine d'or. Mais il eut vite fait de régler cette question, car au lieu de revenir de ses mauvaises habitudes et de faire ses affaires, il recommença à boire et à jouer jusqu'à ce qu'il eût perdu toute sa propriété, sa réputation et son honneur. Il dut hypothéquer sa terre, et il n'avait pas les moyens de payer ses dettes. Mais la mauvaise fortune avait beau fondre sur lui, il n'en devenait pas plus raisonnable, car il suivait les gens dissipés et gardait toutes les folles habitudes qu'il avait contractées dans sa jeunesse. Un jour qu'il allait chez lui, fatigué, il rencontra sur la route, près de sa maison, un homme âgé qui semblait être à moitié fou et qui était assis derrière un grand tertre de bruyère. Ils se mirent à causer ensemble. Cet homme lui dit, en le renseignant sur lui, que son nom était le magicien roux et que la fatalité voulait que depuis sa naissance, il fût extrêmement porté sur les jeux de dés, bien que le plus souvent il n'arrivât qu'à perdre et à s'attirer des désagréments. Il demanda au fermier s'il jouerait une partie avec lui. Celui-ci répondait qu'il le ferait, mais qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, le magicien roux lui dit : « Voici l'enseignement que je te donnerai. Arrête-toi de boire généreusement. Ne dépense pas ton argent follement. Et dans l'ivresse, ne sois pas sans raison, car il vaut beaucoup mieux pour toi dépenser un réal en nourriture pour ta bouche que dissiper une couronne à la foire, sans qu'il te reste rien d'autre que la mendicité après. » Voilà un bon conseil, dit le fermier. Ah, si seulement je pouvais le suivre. Le magicien était un homme maussade et dédaigneux, savant en tours et en arts magiques, chose que le fermier ignorait. Il ne manquait jamais de mettre en œuvre son mauvais pouvoir quand il en trouvait l'occasion. Mais le fermier ne savait pas qu'il était tricheur. Le magicien tira des dés de sa poche et ils se mirent à jouer. Voici les conventions qu'ils avaient faites. Le magicien roux jouait 100 livres contre la couronne du fermier. Mais il ne tarda pas à arriver que le fermier gagna et il reçut aussitôt l'enjeu. Le fermier retourna chez lui, réjoui, radieux et plein d'entrain. À partir de ce moment, il devint raisonnable et menait à bien tous les marchés qu'il faisait. Au bout de plusieurs semaines, qu'il se trouva sur le chemin du fermier pour la seconde fois, eh bien le magicien roux, après avoir causé un moment, le magicien l'invita à faire une partie. « Que demanderais-tu, dit le fermier, si le jeu tourne contre moi, car il est juste que nous établissions tout d'abord à la base et la raison de nos affaires. »« Ah bah c'est pas pour l'argent que nous jouons maintenant, dit le magicien, mais nous différerons nos conditions jusqu'à ce que nous ayons vu lequel est le plus fort. »« D'accord, répondit le fermier. Chacun joua hâtivement son coup, vivement, soigneusement, en sorte qu'il arriva au fermier d'avoir la victoire à la fin. « Oh, j'ai mal réussi cette fois,
magicien. Et il est vraisemblable que tu n'as pas triché, mais soit, je te garantis que je te revaudrai cela une autre fois. Dis-moi, quels sont les gages que tu veux m'imposer? Je vais t'imposer une lourde obligation, dit le fermier, de mettre mon pouvoir dans ma maison de demain en 15, la femme la plus belle du monde, pour que je l'épouse. Oh, voilà une dure sentence, dit le magicien. Aussi me trouve voilà dans un grand embarras. Mais j'ai bon espoir de pouvoir te satisfaire. Le fermier était joyeux et passa gaiement le temps jusqu'au matin du jour fixé. Au lever du soleil, sa servante vint à la porte de la chambre et dit qu'une dame, qui ressemblait d'extérieur et de tournure à une fille de roi, était à l'attendre dans la salle et qu'elle n'avait jamais vu pareille beauté. En hâte, le fermier se rendit auprès d'elle. La dame eut d'abord peur, mais elle lui raconta comment elle avait été forcée, contre son gré, de quitter son père et sa mère, et elle s'avéra douce et polie. Ils se marièrent et menèrent une vie heureuse, sans chagrin ni malheur, pendant une année complète. Mais un jour, le fermier fut pris du désir d'un autre essai auprès du magicien roux. « J'ai une idée, dit sa femme. Tu vas t'engager dans une mauvaise affaire si tu n'as jamais une nouvelle entrevue avec le magicien roux. » Mais elle ne gagna rien à le conseiller dans son intérêt. Il partit un beau soir et arriva à un endroit de la vallée où le magicien avait coutume de s'asseoir, dans l'espoir de le voir. Il ne fut pas trompé de son absence, car il ne tarda pas à voir le magicien qui jouait seul. Par suite de leur liaison déjà ancienne, ce fut amicalement et affectueusement que le magicien accueillit le fermier et lui demanda ce qui lui était arrivé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Le fermier lui raconta mot pour mot tout ce qui s'était passé, comment il parlait de la marche du monde. Le magicien déclara qu'il ne pouvait se guérir de ses manies. Et, dit-il, je désire jouer une partie aux conditions établies la dernière fois, si tu y consens. Le fermier n'avait pas besoin qu'il insistât, et ils se mirent à jouer pour la 3e fois, à la condition que chacun d'eux aurait la liberté d'imposer à son partenaire le gage qu'il voudrait, quels qu'ils fussent. Un vieux proverbe dit « Ce n'est pas tous les jours que Tom Holbult se marie ». Et il faudrait le répéter à propos de la chance du fermier et de ses relations avec le magicien roux. Quelque ruse que le fermier pensa être dans ses manières, le magicien roux était encore plus habile, et après avoir passé longtemps à jouer sans avantage d'un côté ni de l'autre, le magicien roux eut le dessus. Avec terreur et serrement de cœur, le fermier le frappa des mains et tomba en faiblesse. Il resta dans cet état près d'1 heure d'horloge, mais en s'éveillant, il revint à lui. À la suite de la frayeur terrible qu'il avait éprouvée, et devant la terrible sentence prononcée par le magicien roux contre lui. « Je ne te ferai aucun mal, » dit le magicien roux qui avait l'air sombre. « Mais
apporter ici le glaive de lumière que possède Angaikishbesh Og, dit le jeune guerrier, dans le monde oriental, et cela dans 1 an et 1 jour, à partir d'aujourd'hui. Porte-toi bien, tu as beaucoup de chemin devant toi, tant tortueux que droit. C'est le cœur bien triste que le fermier rentra chez lui. Sa femme remarqua aussitôt qu'un chagrin le tourmentait, et elle se douta que c'était la fourberie du magicien roux qui lui causait cette diminution de courage. Elle le questionna sur la manière dont ils avaient passé le temps depuis qu'il avait quitté la maison, ou sur ce qui lui était arrivé pour qu'il fût si abattu. Il sait que sa femme était très clairvoyante et qu'il ne gagnerait rien à lui cacher la vérité. Il lui apporta ce qui était survenu entre lui et le magicien roux. Voilà, dit-il, toute la cause de ma peine. Si tu avais suivi mon conseil, dit-elle, tu n'aurais pas une histoire de ce genre à raconter, car je savais bien que le profit que tu tirerais du magicien roux serait peu important et qu'il aurait d'autres occupations du commencement à la fin que de tendre des fils pour t'y faire tomber. Je sais comment tu pourrais te délivrer de ces gages, mais il est nécessaire que tu sois confiant et que tu fasses énergiquement tout ton possible. Alors, elle lui expliqua les courses qu'il devait faire, et ensuite, elle l'endormit par un chant magique. Le lendemain, au lever du jour, la femme du fermier préparait avec soin des provisions pour le voyage de son mari. Elle sortit sur la plaine, tira un long fil de sa poche, le laissa aller au vent et appela à haute voix une fois ou deux. Au bout d'un petit moment, il vint un cheval maigre et brun, avec une bride et une selle. Le fermier resta tranquillement et patiemment à attendre sa venue. Il est temps que tu te mettes en route, lui dit sa femme. Ma bénédiction est sur toi, que ton voyage te réussisse et puisses-tu revenir sain et sauf. Le fermier sauta sur le dos du cheval, donna un baiser à sa femme, et à ce moment, une pluie de larmes tomba de ses yeux et se répandit sur la route. Le cheval courut aussi vite que le vent, et le fermier ne sut pas si c'était à l'est plutôt qu'à l'ouest qu'il devait aller, jusqu'à ce qu'il arrivât au bord de la mer. Mais cela ne l'arrêta pas, car le cheval vola à travers les flots de la mer, aussi vite qu'un aigle bondirait sur le flanc d'une colline. Et en un moment, le fermier fut hors de vue, loin du port et du rivage. Il garda cette allure jusqu'à ce qu'il fût pris par la dernière heure du jour, au coucher du soleil. À ce moment-là, le fermier vit une terre et y aborda, mais le cheval n'arrêta pas pour cela sa course rapide, avant d'être arrivé à une vaste plaine, au pied d'un grand château, large, fraîchement blanchi à la chaux. Et alors, il se mit à hennir. Ce fut comme un signal pour les gens du château, car les portes s'ouvrirent, et à la fin, il vint une troupe de serviteurs qui le guida vers la salle de la cour.
Les petits du corbeau sont dignes de lui, et cette fille-là m'est chère à moi, sa mère, dit la reine, en voyant d'un anneau d'or que le fermier avait laissé tomber dans le verre où il buvait. Je sais qu'elle ne t'aurait pas donné cet objet si précieux si elle n'avait pas une grande affection pour toi. Le fermier ne leur cacha pas une de ses aventures et finit en disant: c'est de la direction que vous me donnerez que dépend ma vie ou ma mort. Il alla se coucher, car il était fatigué de son voyage, et il dormit tranquillement et agréablement jusqu'à ce que le surprit la lumière blanche du jour. Au matin, le roi révéla au fermier le sens exact des questions qu'il avait besoin de répondre pour satisfaire le magicien. Je dois te dire, dit le roi, que nous sommes tous des frères, le magicien roux, le jeune guerrier et moi-même. Et bien que le magicien roux soit le plus jeune d'entre nous, il est avisé et rusé. Il désire depuis longtemps le glaive de lumière qui est au jeune guerrier. Mais il sait qu'il ne pourra l'avoir sans mon aide. Et je ne désire peu faire une injustice à mon frère, car il m'aime et ne m'a jamais fait le moindre tort. Il a fait bien des démarches aventureuses pendant le cours de sa vie. Le magicien roux t'a rencontré. Il a joué au dé avec toi dans l'espoir que, grâce à sa ruse et ses maléfices, il pourrait réaliser ton désir au détriment du jeune guerrier. Et dans le même but, il nous a volé notre fille. Le jeune guerrier demeure dans une forteresse à 2 miles d'ici. De hautes murailles l'entourent, et à l'intérieur veillent des dragons aux longues dents, et c'est une chose terrible que de les mettre en colère. S'ils te saisissent, ils te mangeront tout vivant, mais si tu veux leur échapper le premier et le second jour, alors il n'y aura plus de danger pour toi. Voilà la place de sûreté qu'a le jeune guerrier, et personne n'ose s'approcher de la maison qui ne soit aperçu des dragons. Monte sur le dos du cheval tacheté que l'on te montrera, et lui te portera au-delà de la porte. N'aie aucun embarras au sujet de ce que tu verras, mais dis à haute voix que tu as besoin du glaive de lumière et de savoir qui a volé le vaisseau d'or et qui a tué le géant Haute-Bouddha. Ne t'attarde pas le plus petit moment après cela, mais retourne sur tes pas et hâte ton cheval le plus rapidement que tu pourras pour revenir. Au bout de quelques jours, au moment du jour fixé,
et sois le bienvenu, dit celui qui ouvrit la porte. Puisque tu as eu le pouvoir de supprimer les étroits de défense qui nous protègent, car nous pensions qu'elles tiendraient bon contre toutes les attaques qui seraient dirigées contre nous. Assieds-toi et raconte-moi de qui tu descends et qui t'a mis en tête de nous persécuter. Eh bien, c'est de bien loin que j'arrive, dit le fermier. C'est un malheur pour moi, dit le gentilhomme, mais à cause de ta valeur et de tes hauts faits, je ne te ferai pas un seul reproche. Il y a bien plus d'un héros vaillant qui a été vaincu en essayant de démolir notre forteresse. Le fermier s'assit timidement et il n'avait rien de ce qui lui était arrivé qu'il ne divulgua en réponse aux questions qu'on lui posait. Et maintenant, dit-il, je n'ai besoin que du glaive de lumière et de savoir qui a volé le vaisseau d'or et qui a tué le géant Haut-Bouddha. Je pense que tu sais déjà, dit le gentilhomme, que c'est moi le jeune guerrier. Voilà là-bas le glaive de lumière pendu au mur, et je t'en fais cadeau. Il émet une lumière si brillante que tu pourrais voir tout ce qui l'environne dans l'obscurité de la nuit, aussi distinctement qu'au milieu du jour. Il faudrait maintenant que je te raconte comment j'ai eu le vaisseau d'or et comment le géant Haut-Bouddha a succombé sous la force de ma main. Il n'y a personne à nous écouter que ma femme, que tu vois assise au coin du feu, et elle me contredirait s'il lui semblait que je ne te dise pas la vérité. Lorsque j'étais un adolescent, je fus pris du désir de voir les gens et les contrées pour me renseigner sur le genre de vie qu'ils avaient. Je partis pour le pays qui m'instruirait le mieux, pour la Grèce, et je fis connaissance avec le roi de Grèce qui avait une fille dont il n'était pas facile de trouver l'appareil pour la beauté. Il n'y avait pas longtemps que je demeurais là, quand nous nous sommes mariés avec le consentement de mon père et de ma mère. Mais il y avait dans ce pays, sous le soleil que j'aimais tant, mieux demeuré qu'en Airain, et je l'invitai à quitter la Grèce avec moi. Elle refusa de céder à ma prière en disant qu'elle n'avait pas d'amour pour moi et qu'elle ne ferait pas attention à ma demande jusqu'à ce qu'elle jugeât le moment venu. Car elle était jeune, déraisonnable, et elle ne tenait pas compte de ce que je disais, puisqu'elle n'avait pas au cœur une véritable affection pour moi. Ses parents lui conseillèrent d'aller avec moi, et pour l'amadouer, son père lui fit présent d'une baguette magique qui était dans sa possession depuis très longtemps. Mais elle ne consentit pas à obéir, afin d'avoir obtenu de m'emmener d'abord demeurer dans le monde oriental. Quand nous fûmes arrivés là, elle me tourmenta de ses caprices, et comme je refusai de faire sa volonté, elle me frappa avec la baguette magique et me transforma
Elle se glissa vers moi un jour et m'aspergea de sang, et elle embarbouilla aussi l'enfant pour que le roi comprît que je voulais tuer celui-ci. Elle se mit à pousser des cris et des gémissements, en sorte que son père et tous les gens qui étaient entrés dans la maison l'entendirent. Il courut à elle pour savoir la cause de son tourment. Elle m'accusa violemment et me fit de grands reproches en assurant que c'était elle-même qui avait délivré l'enfant du danger qu'il courait par la suite de mes morsures. Ils se tournèrent tous contre moi et peu s'en fallut qu'ils ne me missent à mort. Mais le père de ma femme, le roi des Grecs, dit qu'il valait mieux me laisser partir et que je pourrais m'en aller à mes affaires. Je fus alors dans un grand dénuement et une grande misère, car je fus forcée de marcher en proie à la soif et à la faim, sans endroit où me coucher. Mais je ne me trompais pas sur ce que j'avais à faire. Je résolus de me diriger du côté du rivage pour voir si je trouverais du poisson ou une carcasse rejetée par la mer que je mangerais pour apaiser ma faim. Je ne tardai pas à gagner les hautes falaises. Les vagues se heurtaient sans cesse contre les rochers et se brisaient de chaque côté de mon corps. J'aperçus le vaisseau le plus beau que jamais vu l'œil humain, à peu de distance de moi, qui glissait à la surface de l'eau. J'allai rapidement vers lui, dans l'espoir d'attraper du pain ou de la viande, en nageant alentour. Comme j'en approchais, je vis une gaule de pêche à un homme du bord qui essayait de pêcher, et je me dirigeai vers le bout du vaisseau où était la gaule. Et je ne pus pas plus tôt dessous que ma forme et ma nature première me revinrent. Je ne pourrais te faire comprendre par des mots l'étendue de la joie qui m'emplit le cœur, et je criai haut de me tirer hors de l'eau. On me tendit une corde, je la saisis, et on me tira au bord du vaisseau. Il n'y avait là que deux garçons et leur père. C'était le géant Audouba avec ses fils qui prenaient l'air. Ils crurent que j'étais un voleur qui venait les arnaquer, et ils me livrèrent un combat acharné. Je dus me battre avec eux pour me défendre, et le géant Audouba tomba, vaincu par ma force. Je mis ces deux fils chez eux dans leur pays, et je n'ai pas entendu un mot à leur sujet depuis lors. En visitant le vaisseau, je trouvai le glaive de lumière, et je ne me séparai de lui ni pour or ni pour argent, quoiqu'il y ait bien des gens qui aient mis le venin de leurs yeux et aient pensé à me le prendre. Mais il n'y eut personne qui le désira plus avidement que mon frère, le magicien roux, et c'est dans l'espoir de rester en paix, à l'abri de ce rusé compère, que je suis venue demeurer ici. Mais il faudrait retourner à mon histoire. Je fus plein de joie en voyant comme tout me réussissait, et je m'en retournai pour raconter exactement au père de ma femme l'injustice qui m'avait été faite. Je ne fus pas plus tôt dans sa présence qu'il me reconnut. Il jeta ma femme sur ses genoux et me demanda que je lui pardonne. J'eus pitié d'elle en l'entendant exprimer son repentir, et sur la promesse